Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Packer. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office, le Rewind semaine 11. Ravi de vous retrouver. Le même duo que vendredi dernier, ça ne bouge pas en tout cas. Entre-temps, notre ami PA a fait la danse du haka avec les Néo-Zélandais et les Néo-Zélandais ont perdu. Il a fait les appels de jeu pour les Patriots et les Patriots ont perdu. Il a la guigne, mais en tout cas sur les pronos, il est toujours premier. Comme quoi les enfants, la triche, ça paye. Salut PA, comment vas-tu ? Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Ouais, c'est vrai que j'étais pas le meilleur élève en classe, j'étais souvent au fond, à côté du radiateur, près de la fenêtre. Donc, il y a des choses qui changent, mais certaines choses restent bien ancrées, en tout cas, ouais, effectivement. Ouais. Non, t'étais le dernier en classe, mais t'es le numéro 1 ici, t'es le numéro 1. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Bon, content de ce week-end, en tout cas. Juste comme ça, 2-3 mots. Oui, très très bien. Bon week-end, super red zone, j'ai trouvé en tout cas. Et puis des très beaux matchs en night session. Donc, c'était plutôt cool. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé. Jusqu'à limite à la mi-temps, c'était serré un peu partout avant que ça explose. Du coup, c'était haletant. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. Le Front Office sur Twitter, sur Instagram. Il y a bien sûr le Discord. Venez, vous serez comme à la maison. On s'amuse, on débat, c'est super. Et alors, Alex nous a créé un compte, je crois, Blue Sky. Ça doit être le nouveau réseau social du moment. Donc, si vous y êtes, venez. Le Front Office, on est partout. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'on est partout, sachez-le, si vous écoutez du coup cette émission aujourd'hui, nous on enregistre mardi soir, du coup vous devez l'écouter mercredi. Ce soir, à peu près autour des 21h, ça peut être 21h04, 21h06, on ne sait pas trop. Vous pourrez retrouver les membres du Front Office en live sur Twitch pour un petit live trophée de mi-saison. Alors trophée de mi-saison à la sauce Front Office, hein, on a détourné un petit peu les noms des trophées habituels. En tout cas, voilà, vous retrouverez une partie de l'équipe. PA ici présent. Voilà, PA ne bouge pas de son bureau, en fait. Il est là, H24 pour le Front Office. Il charbonne comme pas possible. Vous retrouverez aussi GG, Alex et puis Dougie Jones. Et puis quant à moi-même et puis à Trey, on sera en injury reserve pour les petite prise professionnelle, donc voilà, mais on écoutera bien sûr les copains et on vous soutiendra et puis vous allez bien vous marrer, je pense. On a vu les thèmes, on a vu les choix de tout le monde, effectivement, on va bien se marrer. Voilà, et puis avec des noms divers et variés, du coup il va y avoir de la mauvaise foi et du débat, ça j'en suis sûr. En tout cas, nous PA, comme d'habitude, on va faire l'employé de la semaine, notre top joueur. Ensuite, le gros dossier, quelque chose qui nous a fait tiquer ce week-end, avec l'évaluation top flop équipe, le compte rendu, alors des résultats des matchs et puis des pronos, parce que les pronos, c'est super important, surtout quand on est premier et deuxième, je crois. Donc voilà, c'est important. Ne dévoile pas tout. Exactement, je ne dévoile pas tout. Et puis forcément, le preview du Thursday Night Football entre les Steelers et puis les Browns. Mais on aura le temps d'en parler plus tard. Et du coup, PA, je vais te laisser te lancer avec l'employé de la semaine. Qui est ton joueur de la semaine ? Alors moi, pour le joueur de la semaine, je suis parti sur un joueur qui a perdu, mais lui a gagné. Lui seul a gagné, on va dire. C'est Joe Burrow. Dans la défaite des Bengals 34-27 contre les Los Angeles Chargers. Il t'a sorti un match assez exceptionnel, j'ai trouvé. Un premier carton un peu délicat, mais les 3 derniers cartons, c'était monstrueux, vraiment monstrueux. Il est sur un rythme clairement de MVP. Là, il n'y a pas trop de doute. Je ne sais pas s'il l'aura, lié justement au bilan de son équipe. Mais voilà, sur ce match-là, il a 28 sur 50. 356 yards, 3 TD, 0 interception. Donc le mec tente 50 passes, 0 interception. Ok, respect. Pas forcément aidé par les appels de jeu une nouvelle fois de son coaching staff. Ça, on pourra en reparler et peut-être qu'on en parlera demain. Petit teasing.
voilà, au niveau des appels de jeu, comme je disais, 50 passes, seulement 23 courses appelées. Je sais qu'il y en a comptabilisé de 25, mais il y a eu 2 courses de Burrow qui est off-script, en fait, qui est juste là pour échapper à la pression. Mais pour ceux appelés, c'est vraiment 23 par le coordinateur offensif. Donc c'est peu, en fait. Généralement, c'est bien d'avoir une moyenne, voilà, d'être à l'équilibre. Alors, effectivement, les Chargers ont eu 21 points d'avance, mais cette avance-là a été réduite à néant quasiment au début du 4e quart-temps. Donc, il restait encore 15 minutes pour égrener le chrono, pour faire avancer. Derrière, effectivement, il n'a pas été aidé non plus. Et ça, c'est une nouveauté par Evan McPherson qui loupe 2 field goals. Donc, le match se joue à 7 points. 2 field goals, on compte, ça fait 6. Ils n'étaient pas si loin encore une fois, mais encore une fois, c'est une défaite. Après, comme je disais, saison de MVP, il est leader quasiment partout, Burrow. Il est à plus de 3 milliards, c'est le seul en NFL. Il a 27 touchdowns, leader en NFL, seulement 4 interceptions. Il y en a très peu qui ont moins de 4. Il y a Jackson de mémoire, et c'est tout, grosso modo, pour les titulaires. Et une petite stat aussi, avant le match contre les Chargers, donc Los Angeles était à 13 points de moyenne encaissée, ils s'en prennent 27, et ils étaient à moins de 200 yards dans les airs encaissés, toujours en moyenne sur les précédents matchs, ils en prennent 356. Donc je pense que ça montre réellement le niveau de Burrow, c'est-à-dire que tu peux lui mettre toutes les défenses que tu veux, le mec arrivera toujours à performer, il a des belles armes, Chase, Higgins, surtout Chase fait une excellente saison. Sa ligne offensive, j'ai trouvé, était assez compliquée sur ce match-là, notamment Alex Capa, que je trouvais plutôt bon quand il était chez les Buccaneers. Là, sur ce match, il s'est vraiment fait bouffer complètement par la D-line des Chargers. Mais voilà, il n'a pas... Offensivement, je trouve qu'il n'a pas été aidé par sa ligne offensive, par le jeu de course un petit peu moyen, et par les appels de jeu de ses coordinateurs. Et il arrive quand même à mettre 27 points avec son escouade. Donc, chapeau bas, monsieur. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est incroyable. Et puis même dans sa façon, quand il y a des gros plans sur lui avec les caméras, il laisse rien transparaître. En fait, il est d'un calme, il est d'une sérénité. Et en fait, il monte en puissance. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu ça aussi l'ironie de la chose, c'est que j'ai l'impression qu'il est un petit peu comme son équipe, en fait, les Bengals. C'est-à-dire qu'il monte en puissance de façon exponentielle, mais c'est un petit peu trop tard. Et puis lui part, Ja'Marr Chase arrive à le suivre, T. Higgins aussi, et puis derrière ça a l'air de complètement lâcher en fait. Et alors je sais plus, c'est vrai qu'il faut toujours citer ses sources. Je me demande si c'est pas TDA, mais j'ai vu ça aussi sur Twitter lancer un mème un peu Joe Burrow en mode seul au monde en fait, un peu comme Tom Hanks en fait. Voilà, c'est vrai que il a des stats, il a un rythme de MVP, on dirait qu'il pourrait écraser tout le monde, mais en fait il est tellement tout seul que il peut pas non plus tout faire. Et il a un petit peu pris à la gorge par son équipe et surtout par son coaching staff, pardon. Et c'est triste de voir ça parce que quel joueur de qualité quoi. Et quand il est physiquement à 100%, il y a rien à dire. Tous les jours tu prends Burrow dans ton équipe, c'est une valeur sûre. Il a un talent incroyable, il a un QI football de dingue. Mais là ouais, en fait là il est tout seul. Et là je pense, et je crois que c'est Bengal CFR qui a tweeté aujourd'hui aussi ça pour le coup, et qui a dit qu'il va commencer à falloir voir du côté du coaching staff dans son ensemble parce que c'est pas possible à quel point en fait les Bengals ils ont du talent, ils ont Burrow, mais en fait depuis des années ils stagnent en fait. Et il est là le problème, c'est qu'en fait ils stagnent alors qu'ils ont moyen de refaire leur coup d'aller au Super Bowl. Donc c'est aussi dommage de ce côté-là. Ils stagnent depuis une grosse année en fait, depuis la blessure de Burrow l'année dernière. Parce que les 2 années d'avant, ils font Super Bowl et finale de conf avec la défaite contre les Chiefs. Mais voilà, après, pour vraiment élargir un petit peu ce spectre-là, pour parler un peu plus des Bengals en entièreté, on a pas mal tapé sur la défense des Bengals sur les derniers matchs. Alors, ils se prennent quand même beaucoup de points, 24 points sur la première mi-temps. Mais derrière, il y a des vrais bons ajustements de la part de la défense. Donc, ça permet aussi aux Bengals de rester un peu dans le match et de permettre à l'attaque de revenir et de mettre 21 points entre le 3e et le début du 4e quart-temps. Donc, de revenir vraiment dans le match. Mais voilà, c'est dommage de mal commencer le match, même défensivement, et de s'en prendre 24 en une mi-temps. On sait que les Chargers s'attaquent bien. Jeu au sol, jeu à la passe. Herbert a fait un très bon match aussi.
Mais bon, ouais, on passe vraiment à côté d'une saison, je vais pas dire historique, mais en tout cas excellente pour Joe Burrow. C'est pour le coup, là, avec cette défaite-là, c'est peut-être la défaite de trop, je dirais, pour aller en playoff. Malheureusement, parce que c'est clairement contre un adversaire qui, lui, a peut-être validé sa place en playoff. On verra sur les prochains matchs, mais en tout cas, est très bien parti. Donc, il ne reste plus beaucoup de strapontins à prendre. C'est dommage. C'est dommage, on a le sentiment d'un travail inachevé, d'une déception une nouvelle fois cette année. Moi, je les voyais plus haut dans la division, plus haut dans la conférence. Donc, vraiment une déception là-dessus. Ouais, bah c'est toujours leur début poussif déjà qui les met dedans, je pense, parce que quand en fait tu commences à être sérieux et à sortir tes premiers matchs, on va dire, des matchs sérieux au bout de la 2e ou 3e semaine, les autres équipes, elles ont déjà commencé leur travail semaine 1 en fait. Et ça, vraiment, ça les met dedans. Ça les met dedans depuis... certains en parlaient, mais ça les met dedans depuis quelques saisons maintenant. Et là, c'est pareil. Et ouais, c'est dommage. Ouais, on a l'impression de voir un peu du gâchis. Et saison MVP, en tout cas, je pense qu'avec les résultats de son équipe, ça va l'amputer de ça aussi, parce que généralement, on aime avoir quelqu'un qui surperforme au niveau de ses stats personnels, mais aussi qui arrive à porter son équipe et à l'emmener à minima en play-off. Et pour récompenser ça aussi, pour mettre en lumière et pour mettre en lumière un mec en play-off aussi à ce niveau-là. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Peut-être que l'année prochaine, voilà, le staff va changer, la physionomie de l'équipe aussi, et du coup, dès la semaine 1, ils vont être sérieux dès la semaine 1 la saison prochaine, et ils vont être décisifs. On l'espère. Hein. Sur les 7 défaites, il n'y en a qu'une seule où ça a été un blowout contre les Eagles, où ils perdent 37-17. Sinon, tous les autres matchs, ils sont à moins d'une possession. Et il y a pas mal de matchs où ils sont même à 3 points de l'équipe adverse. Donc, généralement, quand ça se finit aussi proche, faut plutôt sonner du côté de la ligne de touche. Ouais, bah oui. Ouais, mais c'est toujours ces gens-là. C'est comme les équipes quand elles gagnent, mais qu'elles gagnent. Là, il y avait les Vikings il y a encore quelques années là, qui gagnaient à chaque fois d'à peine une possession à chaque fois et qui finissent en 11, je crois, c'est en 6, si je ne m'abuse. Mais ouais, à chaque fois, la pièce, elle pouvait tomber d'un côté ou de l'autre. Et bah là, c'est pareil pour les Bengals, sauf qu'elle tombe du mauvais côté. Et ça donne une fiche comme ça, sachant que devant Baltimore et Pittsburgh, eux, s'envolent doucement mais sûrement vers les playoffs. En tout cas, ouais, sacré beau joueur, et c'est vrai que c'était un joueur à mettre en lumière, Burrow, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça va me permettre, moi, de rebondir sur le mien. Alors, joueur que je t'ai un petit peu volé, parce que quand t'as vu le conducteur de l'émission, j'avais déjà marqué mon joueur, et tu m'as envoyé un petit message en me disant « Ah, je voulais mettre ce joueur-là ». Mais forcément, je porte fièrement son maillot. Taysom, couteau suisse, Mormon Hill, l'incroyable, le robot, le destructeur, je sais pas quel mot on pourrait le qualifier, ce gars-là. On ne sait toujours pas à quel poste il est vraiment référencé, que ce soit en fantasy ou sur les différents sites. Normalement, c'est tight end, normalement, mais voilà, on ne sait pas. C'est vraiment le couteau suisse qui nous a sorti un match. Alors déjà, soulignons, 2e victoire pour les Saints. Ça n'était pas arrivé depuis la semaine 2, donc on espère qu'on va pas repartir sur un désert de 7 défaites immondes, mais ça n'a pas l'air, en tout cas, ça n'en prend pas. Mais en tout cas, pour parler de Taysom Hill, parce que c'est un petit peu sa victoire, le monsieur a quand même fait 7 courses, 138 yards, donc le gars, en fait, faisait ses courses sur le terrain, il se baladait, il était dans les rayons, 3 touchdowns également. Et puis aussi à la réception, il a fait 8 réceptions sur 10 targets, 50 yards. Et puis il s'est dit, là il s'est cru le dimanche au bingo avec mamie, et il s'est dit faut que je remplisse toutes les lignes, faut que je remplisse toutes les cases. Du coup, monsieur a aussi fait son petit fumble et sa petite interception à la passe, mais on ne peut pas lui reprocher tellement sa fiche est propre et tellement il a été l'artisan de la victoire des Saints face aux Browns. Incroyable Taysom Hill. Moi, j'adore ce joueur. J'adore ce qu'en font les Saints aussi, parce que c'est quelque chose qui a tenté dans d'autres équipes d'être reproduit, mais vraiment avoir un mec avec autant de versatilité, il y en a peu qui arrivent, et Taysom Hill, lui, le fait très bien. Alors, sauf au niveau QB, c'est vrai, au niveau des passes, c'est pas ça. Il se fait souvent intercepter, ou il perd souvent les ballons, ou il lance des grosses saucisses, mais de temps en temps, il arrive à faire une ou deux belles passes.
Donc on peut pas non plus lui reprocher, mais sinon c'est un vrai rouleau compresseur. Il a un physique de dingue, il est rapide, il est agile, il est surpuissant, et du coup au niveau du sol c'est incroyable. Et les Saints arrivent à l'utiliser dans des séquences, et Kubiak aussi là s'amuse avec lui et ça fonctionne. D'autres équipes ont essayé d'imiter ça avec leur tie-in, mais ils n'y arrivent pas. Et vraiment, Taysom Hill, c'est un joueur atypique et c'est un joueur incroyable. Ouais, je te rejoins. J'ai eu un peu peur au début du match quand il lance sa saucisse et puis qu'il y a le fumble. Je me suis dit, un peu too much peut-être de faire ça. Et puis au final, il finit avec 3 TD à la course. Sans compter qu'on a l'impression que c'est comme le bon vin, il se bonifie avec le temps, parce qu'il a 34 ans comme le bonhomme. Je pensais pas qu'il avait cet âge-là, j'allais dire aussi âgé. On va un peu se calmer sur les termes, mais qu'il avait cet âge-là. Et puis effectivement, comme tu disais, c'est un mec qui a été mis sur le terrain à l'époque de Sean Payton, qui l'utilisait en couteau suisse, en tight end, QB, tout ce que tu veux. Et au final, même avec le nouveau coaching staff, ça continue. Donc ça veut dire qu'ils arrivent aussi à trouver des bons alignements, des bons jeux pour le mettre en valeur. Et il y a des moments où ça fonctionnera moins bien. Mais pour le coup, quand ça fonctionne, c'est ultra, ultra fun à voir, ouais. Ouais, non mais voilà, c'est très fun, surtout à regarder, même quand il se loupe. Quand on est fan des Saints, on s'énerve un petit peu, mais en soi, c'est toujours fun. Il est toujours utilisé dans des situations un peu rocambolesques. Bon, à force, on arrive quand même à le lire, parce qu'on sait que quand il rentre sur le terrain et que par exemple Carr est lui sur le bord de touche, on sait que bon, il va prendre la balle pour aller 98% du temps courir, foncer dans le tas, tout arracher. Mais en même temps, ça réussit à chaque fois. Personne n'arrive à l'arrêter. Donc, pourquoi s'arrêter en fait? Pourquoi se priver? Et non, c'est vraiment. Non, c'est un joueur moi qui me fait rêver. On n'en voit pas beaucoup. Et voilà, les joueurs un peu atypiques comme ça, c'est toujours plaisant. Et voilà, et je pense qu'il va manquer parce que tu l'as dit quand même. Certes, c'est 34 ans, ça reste raisonnable, mais ça reste un sportif de haut niveau, et 34 ans, ça commence à taper, surtout que des coups, il s'en prend quand même pas mal, parce qu'il est quand même beaucoup running back. Bon, il est running back, il est QB, il est tight end, il est receveur, il vient faire le ménage chez toi si t'as besoin, il fait à peu près tout ce que tu veux. Donc voilà. Mais voilà, c'était super plaisant à regarder, et merci tes amis. Et heureusement que cette saison, encore une fois, pendant la traversée du désert des Saints, heureusement qu'on avait Camara et heureusement qu'on avait Taysom Hill, parce que au moins c'était un petit peu la petite Madeleine de Proust quand on se faisait écraser par à peu près tout le monde. Et heureusement que vous avez aussi Jamal Williams. Ah non, lui il joue pas. Alors ça, c'est un coup bas. Mais non, mais c'est vrai, mais il est fun. Je crois qu'il apparaîtra demain sur le live. J'ai vu son nom passer. Ouais, malheureusement, ça c'est du gâchis. Je ne comprends pas. Après sa très bonne saison du côté de Détroit, bon, alors où il servait surtout on va dire à terminer les courses et à terminer et à mettre au fond, comme on dit dans un autre sport. C'était un peu un renard des surfaces, voilà, Jamal Williams, on peut dire. Mais c'est vrai que, mais en fait, je pense surtout qu'on ne sait pas du côté des Saints, on ne sait pas comment l'utiliser, et quand on l'utilise très mal. Voilà. C'est pas le même profil que Camara, c'est pas le même profil que Miller, c'est pas le même profil que Taysom Hill, donc on peut pas l'utiliser pareil, et on l'utilise mal. Et quand on le sort une ou deux fois de sa boîte chaque année, il nous fait un truc nul, il nous fait 3 yards, et puis après on le remet dans sa boîte. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, je te propose, PA, de passer au gros dossier. De quoi voulais-tu nous parler? Moi, je vais parler du touchdown de Josh Allen, le touchdown qui scelle la partie. Je vais faire une ode à Josh Allen. Donc, pour remettre dans le contexte, il y a 23-21 pour les Bills. Il reste, voilà, on est au milieu du 4e quart-temps, il reste quelque chose comme 5 minutes. Les Chiefs viennent de mettre un touchdown. Et là, je pense qu'on était tous devant notre écran à se dire, bon, les Chiefs sont mal joués, les Bills étaient meilleurs, mais comme d'hab, ça va se finir en 24-23 parce que les Chiefs vont réussir à faire à forcer un fumble, à faire une interception, ou en tout cas à marquer le field goal qui leur permettra de passer devant. Bon, finalement, le drive avance plutôt bien pour les Bills. Ils se retrouvent en 4e et 2 à 26 yards de l'embut. Et là, c'est pour moi le moment clé. Je pense que dans la tête, pareil, de tous les téléspectateurs, tu te dis, bon, ils tentent le field goal. Bon, même s'ils les réussissent, il reste 2 minutes, ça laisse trop de temps à Mahomes et son attaque, donc du coup, ils vont remonter le terrain et puis ils vont remporter le match.
soit tu tentes la 4e tentative, mais tu te loupes, parce que c'est les Chiefs, et qui sont intouchables en ce moment, et puis ils vont remonter le terrain, et ils vont mettre le fameux field goal. Sauf qu'on a oublié un petit élément, c'est que du côté des Bills, il y a un joueur exceptionnel, on va l'appeler un X-Factor, on peut l'appeler comme on veut, un MVP, pourquoi pas, qui s'appelle Josh Allen, et qui sort une course juste monumentale, incroyable. Il échappe à un tacle d'un D-tackle, pardon. Il rafute, il rebondit sur des défenseurs. L'action, elle est juste merveilleuse. Allez la voir sur Internet si vous ne l'avez pas encore vue. Et pour finir le tout, il finit sa chevauchée dans la end zone. Game over, fini. Première défaite des Chiefs. Victoire 30-21 pour les Bills. Chapeau bas, monsieur. Et comme je suis noté, moi, dans mes notes, cette victoire, elle est marquée du saut de Josh Allen. Et je le pense réellement. Et il est à un niveau qui est vraiment très, très, très fort cette année. Bravo à lui. Et pour le coup, voilà, il y a quelques années, il jouait un petit peu trop au héros. En tout cas, c'est l'impression qu'il donnait à vouloir faire des jeux un peu forcés, notamment la course. Pour le coup, là, cette action-là, elle est incroyable. Et je pense qu'elle va tourner énormément sur les réseaux. Et ça peut donner aussi à des personnes qui ne connaissent pas le football américain de commencer à regarder le foot par le biais de cette action-là. Écoute, quelle merveilleuse pub pour la NFL que ce touchdown, je trouve. Ouais, je te rejoins. Il est vraiment magnifique à regarder jouer. Josh Allen, il est incroyable. Et j'ai l'impression que cette année, et c'est ça aussi qui joue beaucoup du côté des Bills, c'est que il transpire la sérénité, il est calme, il est posé dans son jeu, il sait ce qu'il a à faire, il prend les bonnes décisions au bon moment, et un petit peu comme l'ensemble en fait de l'équipe des Bills. Et en fait, ça donne une équipe homogène et ultra impactante. Et en fait, ils sont pas là par hasard. Là, ils sont en 8-2, hein, c'est ça. Ils sont en 8-2. 9-2 du coup. Oui, 9-2. Ouais, 9-2, pardon. Non, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est marrant. Et là encore, moi, je l'ai trouvé très mature dans son jeu. Et tu le disais, c'est vrai que là, voilà, il a pas joué au Hero Ball. Et en fait, la seule fois où il l'a fait, il a tenté là, c'est une petite passe un petit peu fantaisie là. Il s'est fait intercepter. Mais en fait, sinon, c'est sa seule erreur du match. Il a été sinon parfait du début à la fin. Il a toujours pris les bonnes décisions. Il a toujours été le bon meneur d'hommes et il rend une fiche de stats incroyable. Il est le meilleur coureur de son équipe. Il fait les passes, 27 passes de compléter, 262 yards avec le touchdown. Du coup, il fait 12 courses, 55 yards et un touchdown. Non, c'est incroyable. Il est partout. Il est très bon. Les connexions avec Cooper aussi, ça commence à arriver. On sent que c'est pas mal. C'était 2 très belles passes. La première passe d'ailleurs, pareil, je vous invite à aller voir la première passe d'Allen sur Cooper. J'avais l'impression qu'il n'avait pas du tout attrapé la ballon en fait, et tu sais pas comment en fait elle arrive dans ses mains parce qu'il est vraiment collé. Il est vraiment collé à la ligne de touche Cooper. Il est vraiment bien pris aussi par son vis-à-vis. Mais il arrive à choper la balle, donc vraiment aussi de ce côté-là incroyable. James Cook, très très bon. Shakir aussi qui a fait son match, mais je crois qu'il est sorti, Shakir. Ouais, sur une réception ou un tacle, ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, mais ça donne encore des Bills, ça donne encore des Bills très propres, des Bills qui gagnent, des Bills qui ont enfin fait tomber les Chiefs cette saison. Il fallait le voir pour le croire, et ça y est, nous y sommes. Les Chiefs ont enfin perdu, d'une sacrée manière d'ailleurs, mais voilà. Est-ce que tu as d'autres renseignements à tirer de ce match d'ailleurs, PA ? Non, comme tu disais sur Amari Cooper, ce que j'ai bien aimé, alors la première passe, elle est merveilleuse, et la deuxième, c'est un peu la même chose, c'est une balle 50-50, et ce que j'ai aimé, c'est que c'était dans une période où tu sentais que les Chiefs pouvaient revenir dans le match, et du coup Buffalo a continué à appuyer. Je l'ai toujours dit, j'ai l'impression que la défense aérienne des Chiefs, c'est un peu le point faible de la défense, justement, et par moments c'est difficile, parce que pour le coup, eux, leur D-line, elle est juste monstrueuse, c'est-à-dire qu'elle te met une pression tout le long du match, et notamment en deuxième mi-temps. Et ils ont quand même continué à forcer dessus. Ça leur a permis, sur la deuxième passe, d'avancer grandement sur le terrain, donc c'est bien. C'est bien d'avoir continué à faire ça, et comme j'ai dit, d'avoir tenté cette 4e et 2. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui ne l'auraient pas tenté, et qui auraient plutôt tenté le field goal. On peut penser par exemple aux 49ers lors du dernier Super Bowl. Et ils avaient laissé quelque chose comme 1 minute 30 ou un petit peu plus à Mahomes pour remonter le terrain. Au final, il est remonté, il a fait le field goal, ils sont allés en overtime. Donc,
Des fois, des matchs, ça se joue à pas grand-chose, des matchs serrés comme ça. Et pour le coup, la décision qui a été prise par Sean McDermott était bonne. Et puis derrière, comme j'ai dit, il y a un MVP en puissance qui permet aussi d'embellir le tout, d'embellir cette attaque. Et vraiment, pour l'avoir suivi aussi sur beaucoup, beaucoup de matchs, du fait qu'il soit dans la même division que les Patriots, il a progressé d'une manière qui était peut-être inconcevable au moment de sa draft. Vraiment, il envoyait des saucisses par moment où tu te disais, mais comment ce mec peut être quarterback en NFL? Maintenant, il est d'une précision et d'un calme. C'est juste impressionnant. Et au-delà des passes vers les receveurs, c'est surtout les passes en latéral vers les running backs qui sont maintenant d'une précision où avant, il mettait un peu trop devant, un petit peu trop derrière, un petit peu trop au-dessus. Donc, soit ça ratait, soit en fait, ça faisait casser complètement le rythme du running back parce qu'il devait faire un petit ajustement pour récupérer le ballon et puis derrière les défenses remontaient sur le running back et là maintenant il est dans le très bon timing, dans le bon tempo et ça permet de faire avancer les chaînes, de faire avancer l'équipe. Donc depuis 2 ans il est quand même à un sacré niveau, mais là cette année je le trouve tellement serein, je te rejoins là-dessus, c'est vraiment impressionnant à voir. Ouais, et du coup, il fait plus d'erreurs, en fait, ce qui a entaché chaque saison, parce que chaque saison, tu pouvais dire, oui, Josh Allen, très fort, mais il y a toujours ces petites erreurs, il veut toujours forcer, il veut toujours faire le show ou autre, et du coup, il y avait toujours son petit fumble, sa petite interception, qui entachait à la fois ses stats, à la fois le match, son match, et le match finalement de son équipe. Mais là, cette année, il y a pas ça. Pareil, il distille très très bien le ballon avec toutes les cibles qu'il a. Alors voilà, il a plus Diggs, pardon, merci. Moi et les prénoms. Il a plus Diggs, mais finalement, il y a pas de problème. Il distille un peu à tout le monde. Tout le monde a ses 6, 7, 8 targets par match. Et puis, alors, ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que au retour de vestiaire, du coup, il y a 16-14, et il y avait toujours ça du côté de Kansas City. C'était Spagnuolo qui arrivait toujours aussi à changer ses plans de jeu, à remettre sa défense et à totalement bloquer l'attaque adverse en deuxième mi-temps, ce qui laissait le temps à Mahomes et son escouade soit de remonter, soit de creuser l'écart. Et là, les Bills, alors en troisième quart-temps, il y a un petit 0-0. Donc là, on se dit, ça y est, les Bills, ils sont bloqués. Spagnuolo, il a réussi à gérer ça. Et bim, ils arrivent en fait à mettre 14 points au quatrième quart-temps. Donc voilà, ils ont réussi. Et d'ailleurs, un petit mot quand même pour Kansas City, parce que c'est quand même c'est leur première défaite. Il n'y a rien d'alarmant. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas, ce qui est bien. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'il se préserve ou non, Travis Kelce, c'est pas trop ça cette saison. Et alors sur ce match-là, il a été totalement fantomatique. Doug nous a mis un magnifique mème du côté de Discord avec Taylor Swift qui regarde Josh Allen et Travis Kelce qui est en train de pleurer. Mais j'ai l'impression que Kelce, quand même, il passe quand même pas mal à côté de sa saison, même quand Mahomes a besoin de lui, il répond pas présent. Mais ils ont sûrement la relève avec Noah Gray. J'ai beaucoup aimé le match de Noah Gray. Vraiment incroyable. Voilà, il est qu'à 4 réceptions, 4 réceptions mais sur 5 targets, il fait 23 yards, mais il fait 2 touchdowns. Du coup, voilà, il permet aux Chiefs de rester dans le match, en tout cas jusqu'à la fin. Voilà, j'aime bien. Kareem Hunt aussi, j'aime bien son retour du côté de Kansas City. Il impose son jeu au sol, donc voilà. Et puis Mahomes, Mahomes c'est compliqué parce que il a tellement des standards de fou à chaque fois que quand il fait des saisons un peu plus mitigées, on a toujours l'impression qu'il rate sa saison. Je pense qu'il est en gestion et ça va le faire. Mais voilà, c'est peut-être un petit peu aussi en dessous, donc on verra. De toute façon, on verra en play-off. Ils vont se réveiller en play-off. 9-1, ils perdent, c'est pas trop grave. Ils se retrouveront sûrement, ils feront la revanche en play-off avec les Bills. Et puis voilà. Si on peut avoir un match comme ça en play-off, je pense que tout le monde dirait oui. Pour Mahomes, je serais moins rassurant que toi. J'ai l'impression que surtout sur ces 2 interceptions, on a l'impression que c'est un peu la crainte qu'on avait sur Mahomes au moment de sa draft. Donc il a été couvé pendant 1 an, tout ce qu'on veut. Il avait joué un match sur la dernière semaine de sa première année en NFL et ça n'avait pas été très très bon. Il avait balancé 2 interceptions de mémoire. Ces interceptions qui sont un peu vilaines, je trouve, quand même. Mais bon, à voir effectivement sur la fin de saison, ça reste qu'une seule défaite pour 9 victoires. Clairement, on va pas s'inquiéter. Et pour finir sur les Bills, on a un peu tapé, quand on parlait de Burrow, sur le coaching staff. Pour les Bills, bravo à Joe Brady. Parce que l'année dernière, effectivement,
Allen avait lancé beaucoup d'interceptions, mais c'était pas Joe Brady qui a fait toute la saison sur le poste de offensive coordinator. Et là, on le voit sur une saison complète, pour le moment en tout cas. Il propose vraiment des très très bons appels de jeu, je trouve, ultra variés, course, passe. Donc voilà, c'est bien. Et il y a quelque chose qui se met en place. On l'a dit, le casting autour d'Allen n'est pas fameux sur le poste de receveur. On parle pour Mahomes, mais bon, quand on regarde les receveurs du côté de Buffalo, j'ai pas le sentiment que ce soit si plus fort que celui des Chiefs. Mais voilà, ils arrivent à trouver des bonnes solutions. Il y a une ligne offensive qui le protège énormément aussi, donc ça aide. Mais non, très bien, très 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 belle attaque à voir. Et puis effectivement, la défense, elle commence aussi à se mettre au diapason. Donc hyper intéressant aussi pour la fin de saison. Et pour le coup, la première place pour la conférence, elle n'est pas jouée pour les Chiefs, parce que là, le tiebreaker, il est pour les Bills. Il ne faudra pas que les Chiefs y reperdent un deuxième match, parce que ça peut devenir un petit peu plus compliqué pour eux. Exactement, c'est bien, ça laisse du suspense jusqu'à la fin de saison. Complètement. C'est mieux que de dire à chaque fois, chaque saison, c'est les Chiefs et puis point barre. Là, ça va laisser. Oui, attention aux Bills, attention, ils étaient sereins toute la saison et là vraiment ils montent en puissance. Donc on va les voir, hâte de les voir du coup cette nouvelle version des Bills en playoff aussi. Parce que pareil, les Bills toujours costauds en saison régulière et finalement on a la petite déception pendant les playoffs. Alors à chaque fois, c'est parce que voilà, ils tombent sur peut-être plus gros poissons qu'eux, ça c'est sûr. Mais là j'ai l'impression qu'ils peuvent faire. En fait, finalement, depuis plusieurs années, on parle des Bills comme contenders très très sérieux pour le Super Bowl. Et en fait, j'ai l'impression que c'est l'année où on y croyait un petit peu moins, en tout cas dans un aspect général, où ils sont finalement les plus dangereux. C'est comme quoi des fois faut pas prendre pour acquis des feuilles de stats, des feuilles d'équipe, mais voilà, faut laisser faire et voilà, ils ont une équipe cohérente, que ce soit d'un côté du ballon ou de l'autre, que ce soit en défense ou en attaque. C'est une équipe bien coachée, c'est une équipe cohérente, c'est une équipe avec des playmakers qui ont de l'impact, avec des jeunes qui ont faim, donc voilà, ça fait une belle équipe. Du coup, moi je parlais juste avant que tu reprennes la parole, mais je parlais des tight ends justement. Et moi je vais en profiter. Du coup, je vais parler de mon gros dossier. Et moi, je voulais mettre en lumière un autre joueur, et c'est Brock Bowers, le tight end des Las Vegas Raiders, rookie, qui a fait lors de son dernier match 13 réceptions, qui est un record pour un tight end rookie. Mais plus que ça, parce que ça encore, on peut le faire, mais les Américains, ils aiment bien toutes ces stats de records, de première fois. Ça enflamme à chaque fois la toile. Mais surtout, peut-être souligner le très très bon début de saison de Brock Bowers, vraiment la très bonne pioche du côté de Las Vegas. Alors l'année dernière, il y avait une sacrée cuvée de tight end, et là, Bowers, c'est encore la cerise sur le gâteau sur ça. L'année dernière, on avait eu du Kincaid, du Michael Mayer, du Musgrave, du Laporta. Michael Mayer qui est aussi du côté des Las Vegas Raiders, mais qui là pour moi a plus un aspect tight end bloqueur, défense à mettre sur la ligne pour faire soit pour protéger son QB pour les lancer, soit pour ouvrir des brèches pour le running back. Mais là, Bowers, lui, c'est vraiment le tight end réceptionneur, receveur. Incroyable. Alors j'avais marqué quand même sa petite fiche parce que pour l'instant il est quand même depuis le début de saison 70 réceptions, il est deuxième de la ligue, 706 yards, il est 10e de la ligue en yards, c'est quand même pas rien. Il a fait quand même 3 touchdowns, alors c'est peut-être là où il est peut-être un petit peu moins efficace, mais encore que c'est peut-être lui en demander beaucoup parce que déjà voilà, il est quand même deuxième en réception et 10e en yard à la course. Vraiment, Bowers, j'ai l'impression qu'il a tapé fort dès cette saison et ça va être l'avenir du côté des Raiders. Il y en a même qui parlent peut-être d'un trade de meilleur parce que Raiders va prendre tous les appels de jeu. Ça, j'en suis moins sûr parce que vraiment, c'est pas du tout les mêmes profils. Mais en tout cas, voilà, c'est un phénomène. Très sincèrement, s'il continue à ce rythme-là, il sera à plus de 100 réceptions et à plus de 1000 yards à la fin de la saison. C'est peut-être l'une des rares choses positives à tirer du côté des Raiders cette saison, en tout cas. Ouais, la seule chose positive, on peut le dire.
Mais On demandera à tu Alex parlais de... Riders de se prononcer. Ouais, exactement. Tu parlais de stats et de records. Je crois que j'ai vu quelque chose passer. C'est le premier joueur depuis Odell Beckham, premier rookie depuis Beckham, à faire 70 réceptions sur les 10 ou 11 premiers matchs. Beckham était receveur quand même. C'était son En- job à plein temps. En plus. Bowers, c'est tight end. Ouais, complètement d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Et pour moi, finalement, c'est lui le rookie offensif de l'année. Avec la baisse un petit peu de forme de Jaden Daniels. Bowers, il est beaucoup plus régulier sur un poste en plus assez exigeant. On dit à chaque fois que voilà, être tight end en NFL, c'est vraiment apprendre un nouveau métier et quand ils sortent de l'université, bah, ils sont soit bons bloqueurs, soit bons à la réception, mais ils n'arrivent pas à faire les deux. Bah, Bowers, il impose. Hein. On savait qu'il était le fameux terme tight end générationnel. Euh, mais pour le coup, lui, il le monte sur le terrain toutes les semaines dans une équipe ou dans une attaque ultra moribonde. Donc ouais, et puis ils ont perdu, on le rappellera quand même, hein, les Raiders ont perdu leur meilleur receveur, Davante Adams, tradé. Donc voilà, il n'y a plus que Bowers et Myers. Ça fait pas beaucoup. Donc ouais, bravo à lui. Et franchement, toutes les semaines, il nous régale et ça donne presque envie de regarder les Raiders juste pour lui, quoi. Ouais, je te rejoins. Et ben même là, tu vois, on peut vite fait en parler, mais contre les Riders ce week-end perdent face aux Dolphins 19-34. Mais oui, du coup, Bowers, hein, c'était 13 réceptions sur 16 targets, 126 yards, un touchdown. Donc incroyable. Bon voilà, les Riders, on sait, hein, ils ont énormément de limites cette saison. C'est pas encore le renouveau des Riders, mais voilà, faudra se baser sur des joueurs comme ça. Et Bowers, voilà, faudra aussi construire autour de lui, je pense. Et d'ailleurs, oui, stat aussi très intéressante, c'est parce que je regardais exactement, c'est qu'il est à 70 réceptions sur 89 targets. Ça veut dire que en plus, il y a très très peu de fois en fait où il drop. C'est vraiment une valeur sûre. En fait, t'envoies sur lui. Tu sais que tu vas la réceptionner. Et d'ailleurs, la stat est folle aussi, c'est que sur le dernier match, il est visé 16 fois, Bowers. Quand tu regardes le nombre de fois où les autres receveurs sont visés, ça fait 3, 3, 4, 6, 3, 3, 1. Donc en fait, vraiment, tu sais, en fait, t'envoies vers Bowers parce que tu sais que lui va te faire quelque chose pendant le match. Les autres, non, t'es pas serein. Donc voilà, c'est vraiment le phare au milieu de la mer. C'est la soupape de sécurité de Gardner Minshew. Incroyable. Bon, on espère en tout cas voilà, qu'il va finir la saison comme ça, qui peut-être glane le fameux trophée rookie offensif de l'année. Et puis on espère ensuite voilà, que ça va suivre sur les années, les prochaines années, et puis que les Raiders du coup vont se relever aussi. Bon, évaluation, PA, donne-nous ta top équipe. Alors moi, pour la top équipe, je suis parti sur les Denver Broncos, parce que je trouve qu'ils font une belle saison. Personnellement, en tout cas, je ne les attendais pas aussi haut. Et sur ce match-là, ils l'ont géré de A à Z. Clairement, ils ont écrasé les Falcons. Bonix a fait un match quasi parfait, en tout cas dans les statistiques, parce que visuellement, je trouvais que moi, c'était assez parfait ce qu'il a proposé. Mais effectivement, il n'est pas à 100% de complétion. 22 sur 33, et surtout le premier match en NFL à plus de 300 yards de sa part. Donc c'est toujours une marque importante pour les rookies. Il y a eu des très belles passes pour Mims et pour Troy Franklin, son ancien coéquipier à Oregon. Et du coup, sur les 2 touchdowns de ces 2 joueurs, donc Mims et Franklin, bon, ils peuvent aussi remercier la défense des Falcons parce qu'ils font exactement les mêmes jeux. Il y a une passe latérale rapide et ensuite des blocs des receveurs ou des joueurs de ligne pour aider le porteur de ballon à scorer. Ça me faisait un petit peu penser aux Eagles contre les Chiefs. Il y a 2 Super Bowls de ça où ils se prennent 2 touchdowns ultra similaires, un petit peu en miroir. Là, c'était exactement la même chose. Franchement, quand j'ai vu les 2 TD, je sais pas, c'est bizarre, ils remettent une rediff. Non, parce que c'était le receveur avait changé de numéro, donc je me suis dit, ah non, c'est du direct. Donc bon, on pourra reparler des Falcons dans d'autres émissions. Là, je vais plutôt m'arrêter sur les Broncos, mais c'est bien ce qu'ils proposent. Ça gagne les matchs qu'ils doivent gagner. Sur le début de saison, peut-être que la défaite des Seahawks, si on rejoue le match maintenant, peut-être qu'ils le gagnent. Je n'ai pas l'extrême certitude, mais pour le coup, vu ce que montrent les Broncos, il y a une incertitude sur ce qu'on pourrait parier là à l'heure actuelle. Et puis, quand ça joue contre des équipes
soit plus faibles, soit à leur niveau, bah, c'est un vrai rouleau compresseur. Et là-dessus, bah, on peut que féliciter le coaching staff parce que ça vient aussi de là. On a suffisamment tapé sur des coaching staff d'autres équipes pour là vraiment les mettre en avant. Et puis Vance Joseph, le retour à Denver sur le poste de coordinateur défensif, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il est de retour en tant que DC. Bah, défensivement, c'est ultra intéressant ce que proposent les Broncos. Donc c'est chouette pour eux parce que ça fait très très longtemps qu'ils sont pas retournés en playoff. Je crois que c'est la deuxième équipe dont l'attente est la plus longue après les Jets de mémoire. Donc, bah écoute, est-ce que ça sera pour cette saison ? Peut-être. Ouais, moi je te rejoins. Très très fan de Bonix. C'est vrai qu'il y avait un doute. Hein. Bon, il a été pick numéro 12 de la draft. Voilà, il y avait quelques doutes sur lui parce que il avait du talent, il avait du potentiel, mais on disait que du côté d'Oregon où il jouait, il était quand même plutôt bien entouré et bien coaché et que du coup, bah forcément, ça jouait pour lui. Bon, finalement, il est bien entouré et bien coaché aussi avec ses Broncos qui montent en puissance depuis toute la saison. C'est vrai que Sean Payton, en plus, quand ils l'ont récupéré, il lui disait qu'il voyait des similitudes dans son jeu et tout, un peu à la Drew Brees. Alors en plus, on sait ce qu'il a fait, Sean Payton, avec Drew Brees. Hein. Ils ont quand même créé une sacrée dynastie du côté de la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, on a l'impression qu'en tout cas, il comprend son QB. On sait ce qu'il veut en faire. Voilà, Bonix, j'ai l'impression, ouais, il monte en puissance semaine après semaine. Là, c'est quand même incroyable. 307 yards, 4 touchdowns, il se fait pas intercepter. Vraiment très propre. J'aime bien aussi dans l'ensemble ce que donnent les Broncos. Alors, une défense, bon alors là pour le coup, j'allais dire une défense moindre qu'il y a quelques années, mais là bon, il limite quand même les Falcons à 6 points, donc faut quand même pas se moquer du monde. La défense est quand même très solide et j'aime bien, par exemple, la running back room des Broncos qu'ils font, tu vois, ça soulage aussi, et je pense que c'est très important de soulager vraiment la ligne pour protéger et laisser le temps à son QB de se développer et de pouvoir faire ses lancers en match, et des running backs aussi solides qui permettent aussi de savoir si son QB rookie va être forcé à lancer des saucisses tout le match ou non. Et ben là non, ils ont vraiment avec Javonte Williams, Jalil McLaughlin et puis Audric Estimé, vraiment c'est du solide, c'est pas flamboyant, mais les trois ensemble ça fait des choses, donc c'est intéressant. Et puis pareil, finalement les cibles elles sont intéressantes, du Sutton, du Vélé, du Humphrey, du Mims, du Williams. Voilà, ça fait que quelques réceptions, ça fait je crois que c'est Sutton, ouais, 78 yards pour Sutton, c'est celui qui a fait le plus de yards à la réception. C'est pas incroyable, mais voilà, ça suffit, ça avance dans tous les sens. Et je pense que j'ai l'impression que ces Broncos, on a du mal à les lire. C'est compliqué de les lire parce que voilà, tu sais pas s'ils vont passer au sol, tu sais pas s'ils vont lancer, tu sais pas vers quelle cible aussi il va lancer. Ça part dans tous les sens et pour l'instant ça fonctionne bien. Donc très intéressant à regarder un match des Broncos en tout cas. Ouais. Tu sais combien ils sont classés en nombre de sacs dans la ligue ? Non. Parce qu'on a l'impression qu'ils mettent beaucoup de sacs, enfin qu'ils mettent beaucoup de pression de sacs. Ils sont premiers de la ligue. Ah, ils sont à 39 sacs. Le deuxième, c'est les Giants avec 36. Après, les Ravens, les Vikings. Donc, tu vois, déjà, les Giants deuxième, je suis pas sûr que beaucoup l'auraient mis, les auraient cités on dirait pas. Sacs. Mais tu vois, les Ravens et Vikings, voilà, c'est des équipes dont on se disait, ouais, effectivement, ça met beaucoup de sacs, c'est des grosses défenses. Les Broncos sont leaders, en tout cas sur le nombre de sacs. Donc, ouais, il y a quelque chose qui se met en place. C'est vraiment impressionnant. Il faut se rappeler quand même qu'ils ont dû se débarrasser. Alors, non, ils se sont débarrassés de Russell Wilson et pour gérer la dead money, ils ont dû se débarrasser de Justin Simmons, qui était quand même leur safety titulaire All-Pro. Donc voilà, ils ont su rebondir. J'étais ultra sceptique, moi, de l'arrivée de Sean Payton, mais à culpa, parce qu'il fait une excellente deuxième saison. Et comme tu disais, je pense que Bonix, il est vraiment tombé dans le très bon environnement. On parlait des QB, parfois rookies, qui tombent dans des environnements très nauséabonds, type Trevor Lawrence, pour encore le citer sur sa première année au sein des Jaguars. Bonix, pour le coup, il est très bien cadré par Sean Payton. Il sait y faire avec les QB. Et puis, il y avait effectivement cet aspect ressemblance avec Drew Brees, pas tellement sur la taille, mais sur l'aspect du jeu en lui-même, sur vraiment un game manager un peu plus. Et
avec Peyton, ça fonctionne bien. Et comme tu disais, au niveau du receveur, il n'y a pas des flashy, mais il y a des vétérans assez assumés, il y a des rookies, il y a des jeunes joueurs. Donc c'est bien. Et puis de toute façon, c'est une équipe qui avait un tel manque de manœuvre sur le salary cap, parce qu'ils avaient filé un gros contrat à Russell Wilson, qu'ils ont dû aussi se réinventer par la draft ou par des joueurs peut-être un petit peu moins clinquants en free agency. Mais ça fonctionne, ça clique et c'est très bien. Donc c'est bien aussi de voir des équipes qui arrivent à se construire comme ça. Et tant mieux pour eux. Et voilà, ils vont être en chasse pour le dernier strapontin, possiblement avec les Colts, qui sont pas très très loin. Mais voilà, à titre personnel, j'aimerais bien les voir en playoff parce que ce qu'ils montrent cette année, ça force le respect. J'aimerais bien qu'ils soient récompensés par un petit match en playoff. Ouais, ça récompenserait les quelques années de galère. De très nombreuses années. Voilà, du côté de Denver. Et ouais, ça serait aussi une belle récompense pour l'ensemble de l'équipe et du staff et pour ce qu'ils font en tout cas cette saison. Et puis ça permettrait en plus d'engranger un petit peu d'expérience encore plus avec Bonix parce qu'on sait tous, hein, mais un match de playoff, ça n'a rien à voir avec un match de saison régulière, et donc même si c'est histoire de faire un petit tour et puis merci, au revoir à l'année prochaine, c'est pas grave. T'as la pression, t'as les caméras vraiment braquées sur toi, on parle de toi toute la semaine, t'as cette chance de pouvoir peut-être un peu plus que d'autres équipes en tout cas d'aller toucher le Saint Graal, donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte aussi, je pense. Et comme par exemple l'année dernière avec les Texans avec Stroud, et qui sont allés glaner de l'expérience en play-off sur 2 matchs, et on le ressent un peu cette année. Il y a un côté mature aussi que d'autres qui ne voient jamais les play-offs en fait non pas, donc ça serait une belle récompense en effet. En effet. Et d'ailleurs, on peut en parler parce que on reviendra après, parce qu'on en a un petit peu parlé avec toi, avec Joe Burrow, mais moi, ma top équipe, c'est les Chargers. Si on fait un petit tour du côté du classement, l'AFC West, hormis les Riders qui sont un petit peu aux fraises, les Broncos sont à 6 victoires, 5 défaites, les Chargers sont à 7 victoires, 3 défaites, et les Chiefs sont à 9 victoires, 1 défaite. C'est une belle division. Ouais. C'est une belle. On n'aurait pas parié ça en début de saison. Moi, en tout cas, je l'aurais pas parié. Ouais, non, encore une fois, on se dit c'est les Chiefs et puis c'est tout, et puis le reste c'est le néant, c'est le no man's land. Mais finalement, il y a une belle bataille là qui joue entre les Broncos et les Chargers, quoi. Dans le Discord, on avait fait un sondage en tout début de saison sur qui étaient les favoris ou qui les personnes voyaient remporter chaque division. Il y avait 2 personnes qui avaient mis les Chargers. Écoute, bon, mark my words, hein, comme on dit. Hein. Ouais. J'essaie de voir. Il y a moyen qui est Prince, du coup, forcément. Non, je crois qu'il n'y avait aucun des deux. Même pas. Non, parce que j'avais dit en rigolant que c'était Swiss Chargers et Chargers France, mais non, aucun des deux. Donc, écoute, je retrouverai les noms, mais pour l'instant, ils ne sont pas promis de la division. C'est encore GG, ça, c'est une hot text à la GG, ça, c'est pas possible. On y reviendra à GG en fin d'émission. Ah oui, mon Dieu. Avec une autre franchise. Exactement. Bon, en tout cas, voilà, pour peut-être faire quand même un petit crochet, mais voilà, moi je voulais mettre en top équipe les Los Angeles Chargers, parce que c'est vrai qu'on en parlait, il y avait eu des retours sur notre dernière preview PA, et c'est vrai qu'on parlait par exemple des Cards, des équipes qu'on parle pas beaucoup mais qui sont quand même en positif et qui impressionnent. Il y a une autre équipe, c'est les Chargers de l'autre côté, les Chargers qui sont du coup en 7-3, les Chargers qui viennent de battre avec de la plus belle des manières, excusez-moi, les Bengals, 34-27. Alors moi j'avais souligné, ce qui est incroyable, c'est j'ai l'impression qu'on a vu 2 visages de Justin Herbert, parce que alors j'adore Herbert, mais quand même quand tu regardes sa fiche, il a fait 17 complétions sur 36 attaques, c'est pas beaucoup. Néanmoins, il engrange quand même 297 yards. Il fait 2 touchdowns et il fait pas d'interception. Donc au final, il fait les bons lancers au bon moment et il arrive à être clinique quand il faut. Donc il nous sort quand même une belle fiche. En plus, au niveau du jeu de course, il est aussi le numéro 1. Ça a été le running back numéro 1 de l'équipe.
Voilà, il a fait 5 courses pour 65 yards, donc là encore très très imposant. Et puis j'ai bien aimé du côté de ses receveurs. Alors on n'en parle pas beaucoup de celui-là en rookie, mais Ladd McConkey qui a fait un très très beau match, qui fait une belle saison. Alors il n'a pas été tout le temps à ce niveau-là. Hein. Là pour le coup il est à 6 réceptions, 123 yards. Donc là vraiment il a sorti une très très grosse fiche. Mais voilà, c'est un bon petit jeune. On rigolait un petit peu en début de saison. C'est vrai que les Chargers, ça y est, ils ont plus de receiver room. Le pauvre Herbert, il a personne à qui lancer. Voilà, McConkey, il est là. Will Dissly aussi, il a été plutôt pas mal. Et Quentin Johnson, j'ai plutôt aussi bien aimé. Vraiment d'ailleurs en plus Quentin Johnson c'est un sophomore, du coup voilà, entre McConkey le rookie et puis Quentin Johnson le sophomore, voilà, il y a peut-être finalement des potentielles cibles de choix et de qualité du côté des Chargers. Et alors surtout ce que j'ai bien aimé, c'est une stat, c'est que en début de saison, c'est vrai qu'on le disait, donc pas forcément de receveur clinquant, et Harbaugh qui arrive à la tête de l'équipe, et on se disait allez, ça va jouer à la course, ça va ne faire que courir les Chargers. Et on arrive en semaine 12. Les Chargers ont tenté 279 passes en tout, et ils ont fait 291 courses. Donc finalement, le jeu de course n'est pas si écrasant que ça. Et j'ai l'impression, alors peut-être plus en début de saison, mais j'ai l'impression que Harbaugh, en tout cas, il a compris qu'il avait quand même un top QB, et ça s'attend à s'équilibrer, et ça fait plaisir finalement. Ouais, je te rejoins. J'avais moi un petit peu tiré sur Justin Herbert sur la moitié du début de saison, en disant que j'arrivais pas à retrouver le Herbert de ses années rookie. Et effectivement, depuis que Harbaugh lui lâche un petit peu plus la bride et qu'il lance un petit peu plus, c'est pas mal du tout ce qu'il propose dans le domaine aérien. Il y a eu des matchs où il n'a pas été aidé, notamment contre les Cardinals, où il y a eu beaucoup de drops de ses receveurs. Mais sinon, depuis, voilà, ça fait quand même bien le taf, je trouve. Il y a une bonne alternance jeu de course, jeu de passe. Comme tu disais, Quentin Johnston, le mec était un bust absolu l'année dernière, il arrivait à rien et tout. Et cette année, il est plutôt bon. Il est plutôt bon sur le terrain, il propose des très belles choses. McConkey, c'est pareil, c'était un joueur qui était attendu très haut dans la draft, peut-être pas premier tour, mais en tout cas, voilà, début de deuxième, c'est l'endroit où ils l'ont pris. Et voilà, c'est un joueur mi-slot, mi-tracé, on va dire. Donc non, c'est intéressant ce qu'il propose. Belle première année par Harbaugh. Pareil, j'étais pas ultra convaincu en début de saison. Finalement, Broncos-Chargers, pour moi, c'était un petit peu la même chose. J'en attendais pas grand-chose, ou j'avais un petit peu peur pour eux. Et au final, ils font tous les deux des très belles saisons, et c'est ultra intéressant. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment défensivement du côté des Chargers. Ok, ils s'en prennent 27 contre les Bengals, mais comme j'ai dit avant, ils restent la meilleure défense de la ligue, en tout cas au niveau des stats, sur le nombre de points encaissés. Bravo au coaching staff, c'est la même chose, parce qu'ils n'ont pas eu d'ajouts phénoménaux par rapport à l'escouade défensive de l'année dernière, qui se prenait des wagons de points, de yards, de tout ce que tu veux. C'est sensiblement les mêmes joueurs, et ça fait un taf juste énorme, quoi. Donc comme quoi, parfois avoir un bon coaching staff, ça aide à gagner des matchs. On y reviendra sur la flop équipe. Ouais. Mais équipe sérieuse les Chargers, parce que et t'en parlais tout à l'heure avec Joe Burrow, mais vu la fiche de stats des Bengals et comment a joué Burrow, tous les jours normalement les Bengals gagnent ce match. Et non, les Chargers, eux, ont réussi à résister et à prendre le lead. Donc ça montre le sérieux de l'équipe finalement. Ouais, les Chargers de l'année dernière avec c'était Stanley, ouais. Qui est en head coach, il le perdait. 10 fois sur 10, il le perdait l'année dernière. C'était typiquement le genre de match où tu as 21 points d'avance, tu te fais remonter en quasiment un quart temps et tu le perds à la fin. Vraiment, c'était ce qu'on se disait tous, typiquement Chargers, tu vois, on n'était même pas étonnés. Et là, cette année, ce match remporte, quoi. Ouais, exactement. Donc, ça montre qu'il y a une évolution. Et comme j'ai dit, il y a sensiblement les mêmes joueurs sur le terrain. Donc, ça montre aussi que ça vient en premier lieu du coaching staff, qui arrive à faire confiance, à donner confiance aux joueurs, à se dire ok, ça fait chier, on s'est fait remonter un écart de 21 points, on se remet dedans, on se remobilise, on remet le bleu de chauffe dans le dernier quart-temps, et puis on y va, quoi. Et c'est eux qui font le drive de la gagne. Donc, comme quoi, c'est bien.
c'est bien de voir aussi une évolution d'une équipe qui arrive à performer année après année, ou en tout cas à faire un switch total sur le coaching staff et qu'on voit sur le terrain une équipe totalement métamorphosée et qui arrive à remporter des matchs comme ça au coup près. Ouais, tout à fait. Ouais, l'année dernière avec Brandon Staley, quand il aurait fallu sécuriser pendant le match, il aurait fait un truc funky fantasy qui aurait tombé à l'eau. Puis quand il aurait fallu faire un truc un peu oser quelque chose, il aurait sécurisé pour rien. Donc c'était tout l'inverse. Mais tu vois, est-ce que tu dis c'est bien aussi parce que tu l'as dit juste avant pour les Broncos, c'est que voilà, Sean Payton, tu vois, il a avec la saison dernière, il a mis une saison pour arriver et mettre sa patte, on va dire. Parce que pareil, tu peux pas arriver, c'est comme quand tu arrives dans une entreprise, tu peux pas arriver et claquer des doigts et changer du jour au lendemain une équipe qui pendant au moins une saison, voire plus, fonctionnait avec un certain principe. Et là, tu arrives et tu changes tout comme ça et non, ça ne fonctionne pas. Harbaugh, il a réussi à poser sa patte quasiment en une demi-saison. Et on voit la différence, et ça paye, et les Chargers sont une belle équipe à regarder jouer, et tant mieux, donc ça je perds mes mots, mais ça montre que voilà, peut-être pour la saison prochaine, les Chargers, ça va être encore un autre niveau, parce que là, Harbaugh, il aura posé complètement à 100% toute sa vision de jeu, et surtout, il saura utiliser intelligemment ses forces, notamment Justin Herbert, qui est quand même un top QB de la ligue. Ouais, complètement. Voilà. Bon, allez, on passe un petit peu à des choses un peu plus salées, qui font un peu plus mal peut-être. La flop équipe, PA. Ouais, j'avais pas de flop équipe fondamentale, j'avais potentiellement les Falcons, mais en fait, comme j'avais déjà parlé des Broncos, ça faisait un petit peu redite. Donc, je suis parti cette semaine sur les Patriots. Alors, pas forcément sur le match en lui-même, parce que je trouve pas que ce soit infamant de perdre contre ces Rams-là, 28-22, mais plutôt sur le contenu, sur certaines erreurs et des appels de jeu qui frustrent énormément les fans et les suiveurs de l'équipe. Pour avoir pas mal de personnes sur Twitter, d'Américains qui suivent les Patriots, des journalistes ou autres. Voilà, c'est vraiment ce qui nous ressort. Drake May sort encore un très bon match pour un rookie. Faut pas oublier voilà, qu'il a été drafté cette année. 30 sur 40, quasiment 300 yards. Il n'a pas encore dépassé cette fameuse barre comme a pu faire Bonix cette semaine, parce qu'il est à 282. 2 TD. Surtout quand tu te rappelles du début de saison que faisaient les Patriots, c'est clairement le jour et la nuit depuis que lui est titulaire. Il faut encore 2 erreurs de rookie, une interception en fin de match et puis le fumble. Donc, on va espérer qu'il gomme au fur et à mesure de sa carrière ces défauts-là. J'ai plus de crainte sur les fumbles parce qu'un petit peu comme à la manière de Daniel Jones, toute proportion gardée évidemment sur la comparaison, mais Daniel Jones, on savait que c'était une de ses faiblesses, les pertes de balles sur strip sack, sur fumble. Il y a une saison où il a réussi un petit peu à en faire moins, mais sur les 6 ans qu'il est en NFL, c'est quand même très compliqué. Donc voilà, attention pour Drake May de réussir, je dirais, à que ce soit moins un défaut pour lui. Il ne pourra pas complètement l'effacer, mais que ce soit moins. Et puis les interceptions, ça va se gommer au fur et à mesure. C'est son jeu aussi, c'est pas illogique. Mais voilà, offensivement, il y a eu des appels frileux, j'ai trouvé, par le coaching staff. On en revient toujours à la même chose. Un field goal de 50 yards qui n'a pas été tenté. Du coup, ça a été juste un punt. Une 4e tentative à seulement 2 yards de la end zone. Bon, il préfère prendre les 3 points plutôt que de tenter de mettre un touchdown. Toujours un peu dommageable. Et puis défensivement, ça m'a vraiment gonflé ce match-là. Il n'y a eu aucune pression de la D-line ou des linebackers. Quand on pense aux 9 sacs de la semaine dernière contre les Bears, ça venait plutôt de Chicago plutôt que de la bonne défense des Patriots. Et puis sur le domaine aérien, tu sais pas pourquoi. Le coaching staff a voulu faire que de la cover 1 ou à un moment donné de la cover 0 contre des très bons receveurs des Rams. C'est pour ça qu'il y a le touchdown de 60-70 yards de Cooper Kupp. C'est sur une cover 0 où il n'y a aucune pression qui arrive sur Stafford. En tout cas, il arrive à bien la gérer. Kupp, il fait un move, il met dans le ventre Jonathan Jones, terminé, bonsoir, touchdown. Et on n'en parle pas souvent, parce que moi, j'en parle souvent, très souvent, mais pour le coup, les Patriots ont un bilan très négatif, donc ça ne ressort pas. Mais un très très bon cornerback en la personne de Christian Gonzalez, qui est sophomore cette année, donc 2e année dans la ligue, qui est facile top 5 de la ligue à son poste, j'ai pas peur de le dire, mais qui a été mis sur Demarcus Robinson tout au long du match, qui est quand même le 3e receveur des Rams. Alors on sait que c'est un futur Hall of Famer pour Alex, Robinson, mais dans la réalité, il y a Nakua et il y a Kupp qui sont devant, et tu comprends pas pourquoi il n'a pas été aligné contre ces deux-là. Il y a eu un moment donné, durant le match, où ça switchait un petit peu, où il a été mis devant Kupp, devant Nakua. Tout de suite, les stats des deux joueurs ont radicalement baissé.
Donc pourquoi ne pas l'avoir fait durant tout le match? Quitte à shadow un des deux, en fait. Tu le mets constamment contre Cup ou contre Nakua. Choisis ton poison. Ouais, ok, il en reste plus qu'un seul à gérer au lieu d'avoir les deux à gérer parce que Robinson, pour moi, n'était pas une extrême menace pour la défense aérienne des Patriots. Donc c'est dommage, ça finit encore sur un match à 6 points. Quand tu reprends tout le calendrier des Patriots et les défaites, il y a 2 défaites en overtime, il y a une défaite d'1 point, il y a une défaite encore là de 6 points. C'est des matchs où, avec un meilleur coaching staff, c'est potentiellement des matchs qui peuvent remporter. C'est l'année 1 de Jerod Mayo. Il y a beaucoup de frustration pour les fans. Il y a beaucoup de reproches qui lui sont faits également. À voir sur la fin de saison ce que ça peut faire. Mais en tout cas, heureusement que les Patriots ont Drake May sur le poste de quarterback, qui, s'il était peut-être dans une meilleure équipe, pourrait prétendre à avoir le rookie offensif de l'année. Donc voilà, ça reste toujours intéressant à regarder parce qu'il y a une attaque qui tourne un tout petit peu mieux, mais très grosse frustration sur certains matchs, et notamment là contre les Rams, j'ai trouvé cette saison. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je comprends pas en fait, surtout qu'on l'a vu le match d'avant en fait. T'as vu que Nakua et Cup étaient revenus de blessure et ils étaient déjà en forme. Ils ont directement été impactants dès leur retour, dès leur match numéro 1. Donc ouais, pourquoi tu les couvres pas avec ton meilleur joueur en fait, tout simplement, pour en empêcher au moins un des deux d'être aussi létal. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a des décisions comme ça que je comprends pas. Moi, la stat qui est folle, c'est que quand même, en temps de possession, et tu sais pas pourquoi, là, ce qu'ils ont fait avec les Patriots, les Rams ont eu 22 minutes 40 de possession de balle, les Patriots en ont eu 37 minutes 20. Ça s'explique parce qu'il y a eu le strip sack sur Drake May, donc du coup ça a amené les Rams assez proches de la end zone des Patriots. Du coup ça leur a permis de passer devant à 14-7 durant le deuxième quart-temps. Et puis il y a l'énorme touchdown de Cup, donc 70 yards, j'ai repris, wow. 69 pour être précis. Et en fait c'est au retour de la mi-temps, donc Stafford fait un jeu. Le deuxième jeu, donc on est en deuxième et quelque chose comme 6 ou 7. Et là, cover 0, boum, terminé, 69 yards plus tard, touchdown. Donc en fait, voilà, sur un laps de temps de 30 secondes, ils mettent 7 points. Ouais, donc c'est pour ça aussi que le temps de possession était plutôt en faveur des Patriots. Ça a joué aussi un petit peu à la course, donc voilà. Je suis d'accord avec toi. Il y a une explication là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même un sacré écart. Je me dis qu'ils auraient quand même pu faire quelque chose. Surtout que voilà, ils perdent que de 6 points. C'est finalement, c'est un touchdown avec la conversion à 1 point, enfin le field goal, et puis merci, c'était bon pour. C'est dommage. Moi, je pense que c'est dommage. Ils auraient pu l'accrocher ce match-là. Ils auraient pu être en 4-7, les Patriots. Ils ont raté quelque chose. Drake May, franchement, très sérieux aussi, très bon joueur. Finalement, Jayden Daniels, Drake May, Bonix, même tu vois. C'est la réflexion que je me faisais vraiment, cette draft-là. Et on n'a pas encore vu Michael Penix et JJ McCarthy. C'est vrai. C'est impressionnant quand même, ce qui montre ce que Caleb Williams, il y a des hauts, il y a des bas, mais quand il y a des hauts, c'est plutôt joli à voir également. C'est pas mal du tout, quand même, cette année. Ouais, mais tu vois, je suis même en train de me dire, tu vois, ce que bon, alors après, tu pourras peut-être mieux en parler que moi, mais au niveau du coaching staff, tu vois, mais c'est là où, tu vois, je pense qu'il y a aussi un vrai problème, et tu soulignais tout à l'heure, et tu faisais un petit clin d'œil à Trevor Lawrence. Je pense que du côté de Caleb Williams, je vois, il y a un vrai problème aussi du coaching staff, et ça se voit de plus en plus du côté d'Eberflus, et puis l'ensemble du coaching staff des Bears, parce que il rame le Caleb Williams, alors que les QB derrière, qui ont l'air d'être un petit peu mieux coachés, et alors qui pourtant les Bears, je pense que au niveau de la feuille d'équipe, ils ont pas à rougir par rapport alors peut-être les Commanders, mais par rapport aux Patriots, ils ont pas à rougir par rapport aux Patriots, ils ont pas à rougir. Au moins encore de receveurs, oui, effectivement. Ouais, voilà, et donc tu te dis c'est qu'il y a quand même un problème. Donc voilà, donc il y a des belles choses, et ouais, et Drake May, c'était la bonne pioche. Vous avez votre QB du futur, et ça fait plaisir. Mais j'ai l'impression que c'était vraiment un match qui pouvait gagner. Tu vois, c'est les quelques petites victoires où on aurait dit, voilà, les Patriots, ça pouvait être le poil à gratter de cette saison, tu vois. Et bon, bah là, ils passent à côté. Je suis un peu déçu. Moi, j'y croyais aux Patriots en début de saison. Hein. Je me suis peut-être hype un peu vite, mais je me suis dit qu'ils auraient quand même pu faire quelque chose. Et bon, voilà. J'étais pas chaud pour lancer Drake May tout de suite, mais finalement, je me suis gouré sur ça parce que voilà, ils montrent des choses, et ils montrent des choses sérieuses en tout cas.
Ouais, c'est pas, aussi c'est mon côté supporter, mais j'essaie toujours de rester objectif. Mais je les voyais plutôt, enfin, plus haut que ce qu'ils ne le sont, mais parce que je voyais la défense meilleure. Il n'y avait pas de raison qu'elle baisse de régime. En fait, elle a quand même baissé cette année. Et puis offensivement, après, il y a des faiblesses. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau NFL qui sont titulaires actuellement chez les Patriots, donc ça aide pas. La ligne offensive n'est pas très bonne. Drake May arrive à la rendre bien meilleure que ce qu'elle l'est réellement. Il y a, on va dire, un starter valable avec Mac Onwenu et qui est pas très bon cette année en plus. Mais le reste des joueurs, c'est du remplaçant, voire limite practice squad. Et il arrive quand même à en faire quelque chose de plutôt bien. Donc il y a quand même de l'espoir. Maintenant, ça va prendre du temps. La reconstruction va prendre du temps. Il y a eu des drafts absolument honteuses pour les Patriots là auprès de Patriots France sur le compte X Twitter. Il a parlé de la fameuse draft 2022 où on a Cole Strange au premier tour et Tyquan Thornton au deuxième tour. Cole Strange il est toujours blessé et Thornton il a été cut, il a été pris sur le waiver par les Chiefs. Donc voilà, c'est des tours de draft où normalement c'est des titulaires en puissance. Ça a fait des flops. C'était la décision de Belichick parce qu'il s'était entouré de Matt Patricia à l'époque. On va pas refaire toute l'histoire, mais ça va prendre du temps sur cette reconstruction-là. Donc c'est pour ça que je peux pas trop tirer non plus sur Jérôme Maillot parce qu'il fait comme des énormes boulettes. Mais bon, il a une équipe quand même qui est à 3-4 victoires et c'est pas infamant quoi. C'est le niveau de l'équipe pour le coup. Mais voilà, cool pour les supporters en tout cas, supporters neutres et supporters des Patriots de voir un mec comme Drake May parce qu'il illumine à chaque fois par ses passes le match de son équipe. Donc c'est plutôt cool de voir ça comme toutes les semaines. Tout à fait. Bon, et du coup, moi, je vais passer à ma flop équipe. Et du coup, c'est les Cowboys. Non, c'est pas vrai. On va arrêter de taper sur les Cowboys parce qu'à chaque fois, un coup, c'est Doug, après, c'est nous. Après, tout le monde va penser qu'on est des haters des Cowboys. Ce n'est pas vrai. Calmez-vous, supporters des Cowboys. Nous n'en sommes pas là. Non, moi, je vais taper sur les 49ers parce que les 49ers, on ne sait pas ce qu'ils font. Les 49ers, c'est pas du tout serein. Ils ont une fiche par rapport au niveau quantitatif et qualitatif de leur équipe. Ils ne devraient pas du tout être à ce niveau-là. Et les dernières saisons l'ont montré, ils n'étaient pas du tout à ce niveau-là. Et là, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Parce que si vous ne rêvez pas, si vous ouvrez NFL.com et que vous allez regarder le classement, oui, en NFC West, actuellement, les 49ers sont bel et bien derniers de la division. Ils sont bien sûr derrière les Seahawks, les Rams et les Cardinals. Alors attention, il n'y a pas non plus un gouffre. Ils sont les Rams, les Seahawks et les 49ers sont en 5 victoires, 5 défaites chacune. Seuls les Cards sont tout seuls devant. Et pour moi, ils ont encore un coup à jouer pour gagner cette division. Et c'est encore plus marqué avec cette semaine. Mais voilà, les 49ers qui perdent contre les Seahawks, alors de seulement 3 points, mais c'est dans la manière en fait. Ils ont eu plus de first down, ils ont eu plus de temps de possession de la balle. Geno Smith a été plus de fois saqué, et en plus, faut le dire, en début de week-end, je crois, il y a eu quand même son centre à Geno Smith qui a pris sa retraite. J'ai plus son nom là, Connor Williams, voilà, le centre Connor Williams qui a 27 ans après sa retraite, je crois que c'est d'une blessure qui le poursuivait depuis les Dolphins, je crois qu'il n'a jamais été trop remis à fond, du coup il a pris sa retraite et du coup c'est Oluwatimi, excusez-moi pour la prononciation, qui a pris le poste de centre pour Geno Smith. Et d'ailleurs un Geno Smith en deux teintes, c'est-à-dire première mi-temps on l'a pas vu, on comprenait pas, et en deuxième mi-temps il s'est réveillé et on a eu un sérieux. Alors c'était pas non plus flambant neuf, et il marque 7 points en troisième quart-temps et puis en quatrième quart-temps, mais voilà, c'est du sérieux. Un Brock Purdy, alors j'aime bien Brock Purdy parce que du coup il n'a pas été flamboyant, mais il a été sérieux et il n'a pas du tout été aidé par son corps de receveur, Brock Purdy, et c'est plutôt pas mal. Ça montre aussi, notamment ceux qui ne croyaient pas en Brock Purdy ou qui disaient que de toute façon Brock Purdy il est là où il est parce qu'il est entouré que de superstars. Et ben voilà, même quand les superstars font un peu défaut, on peut voir que Brock Purdy il a quand même acquis pas mal de maturité et d'expérience avec les 49ers, et c'est un vrai leader, et pour moi ça montre vraiment le sérieux du bonhomme et vraiment le talent du gars, et pour lequel les 49ers ont eu de la chance de drafter et de tomber sur lui après toutes ses blessures. Donc voilà,
Un CMC, alors il revient, mais pareil, c'est encore un CMC qui fait tout. C'est-à-dire qu'au sol, c'est CMC. À la réception, s'il n'y a pas de Jennings, c'est CMC. Bref, CMC, j'ai l'impression, en fait, au final, les 49ers, c'est une équipe ultra complète, mais j'ai l'impression qu'ils tendent de plus en plus vers une CMC dépendance. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, s'il n'y a pas CMC, bah, ça ne va pas, et que même quand il est là et qu'il fait un peu tout, s'il n'y a vraiment personne autour, bah, ça ne va pas. Et puis, bah, la défense, quoi. En plus, je crois que Bossa est sorti pendant le match, voilà, alors que voilà, Bossa, ils ont besoin de Bossa, parce que pareil, au niveau défense, ça ne va pas. Bref, je comprends pas trop où ça va, les 49ers, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est cassé. Alors, Shanahan avait l'habitude de toujours redresser et de toujours réussir à bricoler, même quand les 49ers étaient décimés par les blessures. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup d'arrêt du côté de la baie. Ouais, j'arrive pas à mettre le doigt sur les raisons, très sincèrement. Parce que ça met encore que 17 points, là où ça devrait être une équipe qui en met 25 par match. Défensivement, elle est censée être très bonne, cette défense, sauf qu'ils se prennent le drive de la gagne par les Seahawks, quoi. Donc, je sais pas, j'ai du mal, j'arrive pas sincèrement, j'arrive pas à savoir ce qui cloche dans cette équipe. Purdy, tu le disais, il fait quand même, enfin, relativement une bonne saison, un match un petit peu en deçà quand même, 160 yards. Mais effectivement, il joue parfois un petit peu plus avec ses jambes pour éviter la pression, et ça, c'est fait très intelligemment de sa part. Jennings qui a été encore une fois présent, une vraie soupape de sécurité pour Purdy, heureusement qu'il l'a. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Et j'arrive pas à savoir, est-ce que c'est les schémas de Shanahan qui sont maintenant trop prévisibles, qui ont été rincés sur les dernières années, là où des mecs, par exemple, comme McVay arrivent régulièrement à se renouveler. Je sais pas. Je sais pas, mais effectivement, c'est très étonnant. On les attendait beaucoup plus haut. Il y a eu quelques blessures en début de saison, certes, mais toutes les équipes sont impactées par ça. Et même avec les retours des blessés, bah, ça clique pas, ça fonctionne pas. Donc, c'est assez étrange. Tu te dis, ils sont en 5-5, ils ont de la chance d'avoir les Cards uniquement, les Cards au-dessus d'eux. Mais par contre, pour aller en playoff, il faudra compter que sur la victoire en division, parce que dans la conférence, ça va être ultra compliqué. À savoir que du coup, les Strapontins 6 et 7 sont occupés respectivement par les Cardinals, qui sont donc leaders de leur division, et par les Falcons, qui sont aussi leaders de leur division. Si tu veux aller choper un Strapontin hors victoire en division, donc du coup occupé par les Cardinals, c'est actuellement les Commanders, ils sont à 7-4. Donc il va falloir se lever un petit peu tôt, et au-dessus des Commanders, c'est les Packers à 7-3. Donc ça va être chaud, ça va être très très chaud pour les Niners. S'ils ne remportent pas leur division, ça sera sans playoff pour eux. Et quand on regarde le bilan en division, ils sont à 1-3 cette année. Donc Ouais. la seule possibilité, c'est d'être à l'équilibre, mais ils ne seront pas en positif en division avec toutes les défaites qu'ils ont eues, quoi. Donc vraiment bizarre leur saison. Autant la saison post-défaite au Super Bowl, la saison du coup 2020, après la défaite en 2019, gueule de bois, il y a eu énormément de blessures. Bossa qui s'était blessé quasiment instantanément dès le début de saison. Ils avaient fini très très loin dans le classement. Ok, why not? Là, je sais pas, il y a Javon Hargrave qui est blessé pour toute la saison, donc ça enlève quand même une pièce maîtresse sur la D-line. Mais le reste, j'ai pas l'impression que ce soit si impacté par ça. J'ai aucune idée. Une équipe qui nous enthousiasmait l'année dernière offensivement et aussi défensivement avec des mecs comme Fred Warner, bah, cette saison, c'est bizarre de les voir aussi bas, je trouve. Exactement. Et puis tu t'en parlais, hein, ces places à arracher pour les playoffs. Les 49ers, ils vont enchaîner avec Packers, Bills, Bears, Rams, Dolphins, Lions, Cardinals. Ça fait mal. Ça fait bon courage. ça fait bon courage. Ouais, non, moi je suis pas sûr. Alors peut-être aussi peut-être une année sans playoff, ça va peut-être aussi permettre de reposer parce qu'ils enchaînent quand même les grosses saisons depuis quelques années, les 49ers. Ouais. Et avec aussi ces gueules de bois avec ces petites gifles qui se prennent par les amis de Kansas City qui brisent leurs rêves et leurs espoirs. Mais ça va peut-être faire du bien. Mais non, c'est vrai qu'on ne comprend pas. Et moi, je trouve ça toujours choquant parce que ça reste quand même un des effectifs les plus beaux de la ligue. Et puis bien coaché quand même parce que Shanahan, on connaît son génie. On en parle souvent avec même d'autres mecs qui sont passés par là. Et puis,
il s'est bricolé un peu comme un Stefanski, tu vois, du côté des Browns, tu vois, même quand ses pièces maîtresses ne sont pas là, il sait toujours un petit peu inverser la tendance et s'appuyer sur une ou deux pièces maîtresses en plus. Mais là, je sais pas, non, ça veut pas cette saison et ça fait du 5-5 et devant, ils ont des Seahawks qui sont quand même à minima sérieux et qui en plus ont toute la confiance de GG, donc ça fera forcément ça pèse dans la balance. Ils ont les Rams depuis le retour de Cup et de Nakua, ils font peur et puis les Cardinals qui sont solides, quoi. Donc voilà, non, peut-être une saison sans du côté de San Francisco. Hein. Ce qui serait quand même une énorme surprise. Sur des pronostics d'avant-saison, je pense. Bah, moi, je pense que franchement, là, quand je regarde le classement, c'est celui qui me choque le plus, là, les 49ers 4e en NFC West, quoi. Ouais. Je ne comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, mon cher PA, c'est l'instant de faire le petit débrief du coup de tous les matchs avec les résultats et de faire le point prono. Est-ce que tu veux faire les pronos avant ou après les résultats? Après les matchs. Après les résultats des matchs. Après les matchs. Bon, bah, je vais les faire. Je crois qu'on a un petit peu duré, on s'est un petit peu étalé. Donc, je vais les faire. Si vraiment il y a un match où tu avais envie de dire un mot, t'hésites pas. Mais sinon, on va les enchaîner. Donc, les Eagles se sont imposés 26-18 face aux Commanders. Les Packers se sont imposés 20-19 face aux Bears sur le coup de pied à la fin mémorial. Très, très, très beau match à ce côté-là. Les Lions se sont baladés 52-6 face aux Jaguars. Les Vikings ont gagné 23-13 face aux Titans. Les Dolphins se sont imposés 34-19 face aux Riders. Les Rams 28-22 face aux Pats. Les Saints ont gagné 35-14 face aux Browns. Les Colts ont gagné 28-27 face aux Jets. Ça aussi un match et les Jets un petit peu compliqué, un petit peu dans le nuage. Les Steelers ont gagné du coup 18-16 face aux Ravens. Les Broncos ont gagné 38-6 face aux Falcons. Les Seahawks ont gagné 20-17 face aux 49ers. Les Bills ont gagné 30-21 face aux Chiefs. Les Chargers ont gagné 34-27 face aux Bengals. Et les Texans se sont baladés dans le c'était quoi? C'était le Texasico. Le Texasico, le Texas Night, tout ce que tu veux. 34-10 face aux Cowboys. Et du coup, les Giants, les Cards, les Bucks et les Panthers étaient en bye week. Ouais. Du coup, instant prono et non pas promo. Donc, vous savez, la bataille fait rage au sein du front office sur les pronostics. Donc du coup, Alex nous a fait une très belle semaine avec 7 bons résultats. C'est donc le dernier du LFO. Il aura les félicitations. Et du jury, bien évidemment. Et GG avec un magnifique 8 également. Mais on tient à préciser, bravo GG, que lui seul, parmi 3% sur la ligue Sleeper que l'on a avec les bowlers, avait mis les Seahawks. GG en fait partie, bravo à lui. C'est pour ça qu'il avait 8 et Alex 7, bien évidemment. Trey arrive à 11 cette semaine. Doug et Anto 9 et pour moi-même 12, ce qui donne du coup au niveau du classement Alex dernier avec 96, GG 98, Trey il arrive à 100, Doug 102, Anto 104 et moi-même 111. T'as quand même une petite avance, t'as quand même un petit oreiller, un petit confort. J'ai pris 3 points sur Doug et toi, donc ça aide un petit peu, ouais. Ouais. Mais sinon, nous derrière le peloton, les poursuivants, nous sommes, on est quand même pas mal serré, même avec Alex, ça joue à quelques victoires. Et il reste du coup 6 semaines. 7 du coup. Ouais, 7, ouais. Donc rien n'est perdu et voilà. Et j'ai avisé les Seahawks, c'est incroyable. Cet homme est fou. Et je crois qu'il a misé les Seahawks et il était en train de jongler avec des couteaux en même temps. C'est vraiment... il n'a peur de rien. Faudrait rajouter des points pour ceux qui votent sur des victoires comme ça. Oui, voilà, le beau geste. Ouais. C'est ça. Bon, il arriverait à 200 points sur la mi-saison avec ces trucs comme ça. Oh là là, mais il gagnerait tellement haut la main avec ça. Bon, en tout cas, bravo et c'est sympa. À la fin, on vous le rappelle, il y aura un petit gage en plus, un petit gage sympathique prévu pour le perdant. Donc pour l'instant, pour Alex. Donc Alex, prépare-toi. Mais bon, t'as encore le temps de remonter. Du coup, je te propose qu'on finisse l'épisode PA en parlant la preview du Thursday Night Football de la Week 12. Du coup, entre les Steelers en 8-2 face aux Browns en 2-8.
Donc, match intra-division. Les Steelers sont premiers de la div et les Browns ferment la marche. J'ai l'impression qu'on a une équipe des Steelers qui est dans un esprit vraiment positif. Une équipe complète avec enfin un jeu aérien qui met la cerise sur le gâteau avec déjà un jeu au sol qui était plutôt assez intéressant et là une attaque plus complète et aussi qui marque des points et ce qui fait la différence et avec toujours cette défense ultra solide, ultra quali des Steelers. À l'inverse des Browns, la défense elle a un petit peu lâché. J'ai l'impression cette année, hein, l'année dernière, vraiment la défense des Browns, je crois qu'elle a été numéro 1 à peu près partout, quasiment. Là cette année, il y a un peu plus de mal, les Browns. Et puis pareil, hein, 2 victoires, ils enchaînent les défaites. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi pour faire simple, hein, j'ai mis ça va être le match où Mike Tomlin va signer sa 18e saison consécutive en positif. Ouais, moi je m'étais noté une nouvelle victoire en division pour Mike Tomlin. Donc tu vois, on avait à peu près le même ressenti. C'est vrai que sur la dynamique, on voit pas trop comment les Steelers pourraient perdre ce match. Il y a peut-être 2 éléments, moi, qui pourraient faire douter. Le premier, que c'est un match du jeudi. Donc on sait que sur les semaines courtes, parfois c'est des matchs un petit peu bizarres. Et puis sur les derniers matchs, il faut remonter à 2021 pour retrouver la dernière victoire des Steelers sur les terres de Cleveland. Cleveland reste sur 2 victoires consécutives. Ça peut jouer en leur faveur, pourquoi pas, mais effectivement, hormis ça, difficile de voir les Browns remporter ce match. Après, les Steelers n'ont pas mis de touchdown sur le dernier match contre les Ravens, donc est-ce que c'est quelque chose à gratter du côté des Browns? Je pense que les Steelers, à un moment donné, pourront peut-être faire aussi des erreurs, défensivement ou offensivement. Faut que les Browns se fassent le match parfait, que les Steelers fassent quelques boulettes avec des fumbles ou des interceptions, mais dans un match standard, classique, sans erreur de l'un comme de l'autre, je vois difficilement les Browns remporter ce match, effectivement. Ça sera peut-être surtout au niveau de l'attaque des Steelers parce que niveau de la défense, la défense peut plier, mais elles n'auront pas. C'était déjà le cas la saison dernière. Et là, cette année, les Steelers sont la 2e équipe en termes de points qu'ils encaissent. Hein. Ils en ont encaissé 162. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'à l'inverse, les Browns sont 31e attaque en termes de points marqués. Ils en ont mis aussi 162. Pour le coup. Donc voilà. Donc ça va être compliqué si les Browns se heurtent au mur défensif des Steelers. Je pense que les Steelers ont quand même leur destin. Et puis ça serait le fait de marquer aussi la petite victoire après face aux Ravens, c'est du coup de marquer encore un peu plus l'écart peut-être dans cette division. Hein. Ouais. C'est vrai que là, s'ils remportent celui-là, ils mettent 4 doigts sur la division. Ouais. Pas encore la main complète, mais 4 doigts facilement. Ouais. Et en plus, on rappelle quand même, l'année dernière, c'était quand même l'AFC Nord, c'était la division de la mort, on rappelle, historique. Toutes les équipes avaient terminé en positif. Et les Steelers, c'était quand même, au niveau de la division, ils étaient en 5-1 au niveau de la division. Et leur seule défaite, c'était contre les Browns. Mais les Browns avaient aussi un autre visage l'année dernière. Hein. Ils étaient quand même un petit peu plus radieux que cette année. Donc voilà, donc je pense qu'on est tous les deux d'accord, on part sur les Steelers. On part sur les Steelers. Voilà, je pense, à peu près 98% de la planète a misé les Steelers et GG et les 2% du reste du monde ont voté les Browns, à mon avis. C'est ton moment, GG. C'est ton moment, prends-le. Il vous le dira demain en live s'il mise sur les Browns. Il pourra alors la raconter en début de live, ça pourrait être marrant. Voilà. Bon, en tout cas, ça nous permet de clore cet épisode. Merci à toi, PA. Merci tout le monde. On vous rappelle les réseaux @lefrontoffice sur X/Twitter, sur Instagram, sur, je crois, le nouveau réseau social, c'est Blue Sky. Je suis pas sûr, mais ça doit être Blue Sky. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et je vous rappelle, donc si vous écoutez ce mercredi, on est quoi ? Mercredi 20. Si vous nous écoutez ce mercredi, ce soir, 21h, la chaîne Le Front Office sur Twitch. Donc si vous écoutez cet épisode dans 3 jours, ne nous attendez pas ce soir à 21h surtout. Hein. C'est vraiment mercredi 20, 21h.
le front office pour le trophée demi-saison avec les trophées avec des noms made in le front office, bien drôle, et avec des noms divers et variés. Il va y avoir, c'est sûr, de la mauvaise foi et de la bagarre. Hein, à mon avis, ça va se tirer dans les pattes, mais c'est ce qu'on aime. En tout cas, on vous regardera, on vous soutiendra. Merci encore PA. Donc, tu restes là jusqu'à demain soir, c'est ça, jusqu'à ce qu'on allume Oui, la c'est cam. ça. Et puis, Donc moi, la caméra reste allumée, donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou à 3h du mat, j'en aurai peut-être besoin. Et ben en tout cas, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne écoute en tout cas. Un bon live d'avance demain soir, les gars. Et puis, vive le football!